Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas de l'affaire Dutroux en elle-même. Nous en avons déjà entendu assez parler et presque tout le monde connaît l'histoire. Nous allons nous intéresser aux éléments présents dans le dossier que Anonymous a envoyé au député du Parlement belge, qui est lui-même un résumé des 1235 pages du dossier Biz de Dutroux que Wikileaks a fuité. Je vais vous lire l'article qui a été publié sur 7 sur 7. Suite aux perquisitions effectuées à l'archevêché de Malines-Bruxelles et à la découverte des CD-ROM contenant le dossier Dutroux chez le cardinal Danez, l'ancien primat de Belgique, l'Église réagit par une conférence de presse par les voix de Éric de Beukelaar, porte-parole des évêques de Belgique, et maître Keulener, avocat de l'archevêché. Voici le passage le plus intéressant. Les documents relatifs au dossier judiciaire de Julie et Mélissa découverts lors de perquisitions à l'archevêché de Malines le 24 juin ont été envoyés par un tiers à Monseigneur Léonard. Il ne s'agit pas de dossiers papier, mais de 2 CD-ROM qui auraient été envoyés par un tiers bien connu de la presse et de l'évêché. Comme le mentionne la presse de mercredi, ces CD-ROM ont également été envoyés durant l'affaire Dutroux à des journalistes judiciaires, des politiciens et d'autres personnalités du pays. Il conclut en disant « Il ne s'agirait donc aucunement d'une trouvaille unique. Il ne s'agirait donc pas d'une trouvaille unique. » Et d'autres personnes de sphères d'activité différentes auraient donc reçu ce dossier. Excusez-moi, mais je me pose alors une question. Pourquoi le parquet ne décide-t-il pas de poursuivre ces journalistes, ces politiciens, ces ecclésiastiques qui, tout comme moi, ont reçu ce dossier? Pourquoi la justice ne décide-t-elle pas de poursuivre le cardinal Danez, Monseigneur Léonard? Non, 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 non. La justice décide de poursuivre uniquement Laurent Louis. Et lors des perquisitions qui ont été effectuées à l'archevêché de Malines-Bruxelles et chez moi, c'est le même dossier qui a été retrouvé. Eux ne sont pas poursuivis, mais moi, je suis poursuivi. Pourquoi une telle différence de traitement? Pourquoi ne poursuit-on pas ceux qui ont diffusé ce dossier durant le procès Dutroux? Pourquoi décide-t-on uniquement de me poursuivre, moi, pour avoir révélé aux Belges, qui voulaient bien l'entendre, la vérité sur le dossier Dutroux? Pourquoi? Peut-être parce que je suis le seul parmi les personnes à avoir eu accès à ce dossier, à avoir osé dénoncer ce qui s'y trouve, les invraisemblances et les mensonges qu'on cache à l'opinion publique. C'est à celui qui a eu le courage de risquer sa vie pour la vérité, sa carrière pour la mémoire de ces pauvres enfants violés jusqu'à ce que mort s'en suive, qu'on s'en prend. Preuve supplémentaire que des gens haut placés ne veulent pas que la lumière soit faite sur ce dossier. La réalité, c'est que Dutroux n'est que la petite main d'un réseau bien plus large, se composant d'une certaine élite du pays, des gens qui sont en mesure de faire étouffer la vérité. Et pour rappel, la justice a voulu nous faire croire que les fillettes, Julie et Mélissa, étaient mortes de faim dans la cage de Dutroux lorsque ce dernier avait été incarcéré quelques semaines pour une affaire de vol. Alors, si les fillettes sont mortes de faim, moi j'aimerais bien savoir, parce que je suis peut-être bête et que je ne comprends rien, mais j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'on m'explique, une fois pour toutes, comment il se fait qu'elle présentait sur les photos d'autopsie des béances anales et vaginales de plus de 5 cm. Mais c'est vrai, madame, vous avez peur de dire la vérité. Vous voulez me faire croire qu'elles se sont faites cela toutes seules dans la cache. Et pourquoi? Pourquoi a-t-on refusé d'analyser les 6000 traces ADN retrouvées sur les fillettes et dans les caches? Du sang, du sperme, des cheveux, des poils. Pourquoi n'a-t-on pas été plus loin? Avait-on peur de retrouver la trace de personnalité influente? Je suis quand même bien en droit de me poser cette question partagée par l'ensemble du peuple belge. Et j'aimerais profiter de cette tribune pour vous dire que ma démarche, et Mme Fonck aurait dû entendre ça, elle a été soutenue en juillet 2012 par la grand-mère de Julie Lejeune en personne. Cette grand-mère qui m'a contacté lors de mes révélations pour m'apporter son soutien. Mais vous ne voulez pas l'entendre. C'est pourtant la grand-mère de Julie qui m'a apporté son soutien. Cette dame s'est plainte auprès de moi de n'avoir jamais eu accès aux photos des fillettes, son beau-fils lui ayant interdit de les voir. Cette dame était prête à me soutenir, visiblement, mais elle s'est finalement abstenue par respect pour le frère de Julie. Me soutenir aurait eu comme conséquence qu'elle se serait opposée à son ex-beau-fils, Jean-Denis Lejeune,
qui a été manipulé par le pseudo-journaliste Mahmet de Penningen, manipulé par les politiques et la justice pour qu'il ferme les yeux sur la réalité de la mort de sa fille. C'est une vérité difficile à entendre, mais je ne l'invente pas. La justice me reproche ensuite d'avoir outragé le Premier ministre, Di Rupo, à un comble. J'ai outragé l'homme qui, tous les jours, depuis sa nomination, se moque des citoyens et de ses électeurs en menant une politique ultralibérale et en pratiquant la chasse aux chômeurs, malgré ses prétendus idéaux socialistes. Dingue, c'est plutôt lui qui mériterait d'être jugé par un tribunal pour haute trahison. Mais bon, passons, c'est un autre sujet. Donc j'ai eu la mauvaise idée d'accuser le Premier ministre d'être un pédophile. Ouais, c'est peut-être une mauvaise idée si j'avais voulu faire carrière en Belgique et espérer rentrer dans un gouvernement de vendus, mais j'estime qu'il était de mon devoir d'informer la population sur la personnalité de l'homme le plus puissant du pays. C'est pour moi un devoir en tant qu'une nation que d'informer les citoyens des vices et des crimes commis par nos élus. C'est ce que je me suis contenté de faire. Alors c'est vrai, Di Rupo n'a jamais été condamné pour pédophilie, mais un nombre très important de plaintes ont été déposées contre lui pour de tels faits, toujours pour les mêmes faits. C'est bizarre, non? Comme on dit chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais le plus inquiétant, c'est que la destination a toujours été la même pour ces plaintes. La poubelle. Et c'est ça que je veux pointer du doigt. Les prétendues victimes étaient à chaque fois des criminels qui voulaient profiter de la notoriété de notre pauvre petit Elio. C'est tellement plus pratique de jeter le discrédit sur les victimes. En plus, quand on fait cela 5-6 fois et qu'on tourne les victimes en ridicule, on évite que d'autres personnes aient encore le courage de dénoncer les faits dont ils sont victimes. Pourtant, des PV, il y en a eu, comme celui de la police de Namur, portant le numéro 12-852/98, dans lequel est auditionné Jean-Marie Rulens, client de la boîte La Brique à Liège, qui déclare que Di Rupo s'y amusait avec des jeunes de plus ou moins 14 ans et qu'il les payait 15 000 francs, 375 € pour des gâteries, fellations et sodomies. L'audition de ce Rulens contient de nombreux détails. Il n'y a rien de farfelu dans ses propos. Et je peux même vous dire que j'ai moi-même rencontré un de ces jeunes qui fut jadis victime des pulsions sexuelles de Di Rupo. Cet homme qui a été violé, je suis désolé, c'est dur à dire, violé par notre Premier ministre alors qu'il n'avait que 14 ans. Cet homme est démoli. Il a été harcelé par le système pour qu'il se taise. Tout a été fait pour qu'il se fasse passer pour un fou. Et aujourd'hui, il a d'ailleurs été interné par la justice. Imaginez comme c'est pratique. Une note du parquet portant le numéro 37 66 11 75 28/96 indique aussi l'identité de 2 mineurs âgés de 13 et 14 ans. Ces jeunes confirment avoir eu des relations sexuelles avec Di Rupo. Un PV de la BSR de Wavre de 96 mentionne le témoignage de Mme Delnest, qui s'inquiète auprès de la police de voir Di Rupo aller et venir avec des jeunes gens dans un immeuble voisin. La police n'effectuera aucune enquête de voisinage, malgré que d'autres voisins confirmèrent les dires de Mme Delnest. Un rapport de la Brigade nationale de gendarmerie du 9 octobre 1996 insiste également sur les rapports spéciaux entre Di Rupo et de jeunes garçons. On y parle d'un jeune homme décrit comme le protégé de Di Rupo et qui a été retrouvé mort. Et les PV se poursuivent. Rapport de la BSR de Bruxelles, 3 décembre 1996, qui relate des relations sexuelles entre Di Rupo et de jeunes garçons. Mais c'est clairement indiqué dans le PV. Vu la notoriété de Di Rupo, nous ne poursuivons pas. Est-ce qu'on doit accepter cela? PV de la police judiciaire de Bruxelles, portant le numéro 46-66-3 du 5 novembre 1996, où le chauffeur de l'ancien ministre Graffé évoque des partous auxquels participait Di Rupo. Le nom de Di Rupo apparaît encore dans une note confidentielle de M. Demanet, procureur général de Mons, et Marchandise, procureur du roi de Charleroi, daté de 1996. Pourquoi? Parce que les coordonnées de Di Rupo figuraient dans le carnet d'adresse de Jean-Luc Finet. Et qui est ce monsieur? Il a été inculpé à l'époque pour détention de cassettes pédopornographiques. Tiens, comme c'est intéressant.
Di Rupo a également eu un accident de voiture lorsqu'il était en compagnie d'un jeune garçon à Sarre-la-Buissière, à quelques mètres de la maison de Marc Dutroux. Mais comme par hasard. Mais moi, je suis désolé, je ne crois pas au hasard. Et il y a donc des PV, mais aussi de nombreux témoignages, un nombre impressionnant de témoignages auxquels on n'a jamais donné le moindre crédit. Même lorsqu'il venait de policiers assermentés. Ainsi, en août 1989, Di Rupo était à l'époque député européen. Eh bien, à l'époque, 2 policiers communaux surprennent Di Rupo en bordure du Grand Large à Mons. Et avec qui? Avec un gamin de 12 ans et un gamin de 13 ans dans sa voiture. Les gamins avaient le bas du corps dénudé. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont 2 policiers communaux assermentés qui ont eu la volonté de témoigner, mais leur hiérarchie communale les en a dissuadés. C'est ça le pays dans lequel on veut vivre. Alors de 2 choses l'une, soit Di Rupo est un homme persécuté, qui a de très nombreux ennemis, et l'on comprend mal comment cet homme a pu devenir Premier ministre, soit cet individu est un criminel qui profite de ses appuis et de ses fonctions pour violer impunément des enfants. Ce n'est pas à moi d'en décider. Et des éléments probants que je vous ai communiqués, on ne peut qu'avoir des doutes sur la véritable personnalité de Di Rupo. Des doutes encore plus importants quand on sait que dans une vidéo postée sur YouTube, Michel Nioul accuse sans détour Elio Di Rupo d'être pédophile lors d'une interview en caméra cachée accordée à des journalistes. Nioul, reconnu par les assises d'Arlon comme le chef de l'organisation criminelle Dutroux et compagnie, n'est-il pas bien placé pour se prononcer sur la question? Alors certes, je sais que la justice ne condamnera jamais Elio Di Rupo. Cet homme est au-dessus des lois. L'épreuve, il fera tout pour les faire disparaître. Les victimes, il fera tout pour les faire taire. Avec ses amis de la justice et des médias, et il fera tourner les victimes en ridicule, comme on tente en permanence de me faire tourner en ridicule. On a d'ailleurs tenté de faire la même chose avec moi, en m'imposant de me soumettre, après mon inculpation pour recel du dossier Dutroux, à une expertise psychiatrique. Avez-vous déjà vu quelqu'un inculpé pour recel devoir subir une expertise psychiatrique? Et voilà comment on fait passer les adversaires des pédophiles des réseaux pour des fous. C'est tellement pratique. Mais si l'on me poursuit pour avoir traité Di Rupo de pédophile, dites-moi pourquoi on ne poursuit pas Michel Nioul pour avoir dit exactement la même chose, et la vidéo est toujours en ligne aujourd'hui sur YouTube. En sait-il de trop? Je vous pose la question. On me poursuit, troisièmement, pour avoir insulté un journaliste, que je n'ai pas peur d'appeler un journaliste véreux, qui m'a menacé à différentes reprises de me détruire médiatiquement si je m'attaquais au réseau pédophile et si je souhaitais reparler du dossier Dutroux. Et vous savez à partir de quand ce journaliste m'a menacé? À partir du moment où je suis intervenu en commission spéciale abus sexuels dans l'Église, où j'ai fait des dénonciations aussi, où j'ai fait des liens entre le dossier de la pédophilie dans l'Église et le dossier Dutroux. Ce journaliste, c'est Marc Mette de Penningen, ce journaliste qui m'a humilié dans la presse, qui m'a insulté, ce journaliste qui est un grand ami de Michel Nioul et qui, comme par hasard, a toujours défendu dans ses articles depuis l'éclosion de l'affaire Dutroux la thèse de Dutroux prédateur isolé, comme par hasard. Trouvez-vous normal qu'un député soit menacé par un journaliste parce qu'il va trop loin dans certains de ses propos en commission quand on parle de l'intérêt d'enfants violés? Mais où va-t-on? Dans quel pays vivons-nous? On me reproche d'avoir diffusé une liste comprenant environ 500 noms de personnalités de l'élite politique, financière, juridique et franc-maçonne du pays qui auraient commis des actes de pédophilie. Une fois de plus, ce n'est pas moi qui suis l'auteur de cette liste. Tous les autres députés, normalement, ont reçu cette liste par mail. Un mail qui émanait de Mme Hemingeveld, qui est aujourd'hui décédée d'un cancer généralisé, foudroyant, comme l'a été Albert Mailleux. C'est dingue, comme ceux qui luttent contre le pouvoir en place s'éteignent rapidement. Et j'ai jugé de mon devoir de publier cette liste sur mon site, une fois de plus, pour en informer les citoyens. Dois-je rappeler que pour ces 2 faits, seule la cour d'assises est compétente. Et oui,
Il s'agit dans les deux cas d'un délit de presse. Et franchement, je serais très heureux de pouvoir répondre de ces faits devant une cour d'assises, qui me donnerait une formidable tribune pour mener ce combat contre la pédophilie d'État maçonnique. Enfin, on me poursuit pour avoir révélé un secret. C'est dit textuellement. Je suis poursuivi pour avoir révélé un secret. En l'espèce, d'avoir diffusé sur Internet le rapport d'autopsie de Julie et Mélissa sans avoir jamais, je vous le dis et je vous le jure devant cette assemblée, sans jamais avoir publié la moindre photo d'autopsie de ces pauvres enfants sur Internet. Contrairement aux mensonges publics répandus par la ministre Milquet, des mensonges qui m'ont valu des menaces de mort, des intimidations et des insultes permanentes lorsque je sortais en rue dans ma ville. Les mensonges d'une ministre, ça peut faire des dégâts considérables. Avoir révélé un secret, c'est vrai. J'ai révélé un secret et j'en suis fier. Car c'est pour la mémoire de ces petites Julie, Mélissa, Sabine, Laetitia, Anne, Ève, ces filles violées, que j'ai mis en danger ma carrière et même ma vie. Car des menaces, j'en reçois. Des menaces déguisées, des menaces sur ma personne et mes proches, sans parler du harcèlement médiatique. Si je n'avais pas les nerfs que j'ai aujourd'hui et le moral que j'ai, il y a bien longtemps, je me serais suicidé, vu tout ce qu'on raconte sur moi, tous ces mensonges qu'on véhicule, que certains élus véhiculent. Des menaces sur ma personne, sur mes proches, des menaces sur tous ceux qui osent m'apporter du soutien. D'ailleurs, le fait que mes soutiens aujourd'hui ne puissent assister à la séance plénière, c'est encore une preuve supplémentaire des menaces et des pressions dont je suis victime. Ainsi, sachez, je dis ça en passant, qu'il m'est devenu impossible, en Belgique, d'ouvrir un compte en banque. Impossible. Il m'est devenu impossible pour moi, malgré que je n'ai pas d'emprunt, de conclure un emprunt. Impossible pour moi d'avoir la parole dans les médias, alors que ces derniers ne se gênent pas pour parler de moi. Le mot d'ordre a été lancé, on ne donne pas la parole à Laurent Louis. Et je le sais, si je dois perdre mon poste de député en mai prochain, je n'ai aucun avenir en Belgique. Aucun. Ce pays qui se dit une démocratie, eh bien je devrais m'exiler, car toutes les portes me seront à jamais fermées. Et voilà ce qui arrive à ceux qui en Belgique. Et malgré qu'on aime son pays, voilà ce qui arrive à ceux qui ont le courage, excusez-moi l'expression, de remuer la merde. Et dire qu'une certaine presse ose faire croire que je prends de tels risques dans le seul but de faire parler de moi, d'avoir un article dans leurs médias mensonges ou de faire le buzz. Allez, soyons sérieux. Croyez-vous que je suis bête au point, narcissique au point de détruire ma vie, de mettre en danger mes profs, même mes proches, pour une feuille de chou? Soyons sérieux. Je prends des risques énormes, mais le combat en vaut le coup. Et je l'assume, ce n'est pas grave. Je suis prêt à partir de ce pays. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je suis surtout prêt à être candidat aux futures élections et à être réélu. J'irai jusqu'au bout, si on me laisse faire, bien sûr, et qu'on ne me retrouve pas suicidé un de ces 4 matins. J'irai jusqu'au bout, c'est mon devoir, et je fais cela pour mon pays. Ma Belgique mérite d'être dirigée par des gens dignes, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit en commission, et pour en conclure, Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de faire comme certains élus criminels et de m'accrocher à mon immunité. Je laisse ça à M. Westphal. Et c'est donc avec force aujourd'hui que j'exige que vous leviez mon immunité parlementaire afin que je puisse répondre de ces faits devant la justice. Je l'exige et je vais même plus loin, en déposant à la fin de mon intervention une déclaration de révision de la Constitution visant à abroger purement et simplement l'article 59 de la Constitution qui consacre l'immunité parlementaire. J'estime que les députés sont des citoyens comme les autres et qu'ils ne doivent en aucun cas disposer de privilèges. Cette immunité
consacré par l'article 59 est un privilège. C'est un privilège qui est digne d'une époque révolue. Et j'espère donc, à l'approche des élections et de la dissolution des chambres, que vous, les élus de la nation, vous aurez le courage d'abolir cette immunité en inscrivant l'article 59 comme révisable. Vous en rêvez? Je le sais, je vous donne donc la possibilité. Allez-y, je suis une victime consentante devant vous. Levez mon immunité, j'irai en justice et vous ferez de moi une victime. Une victime du système que je combats depuis que je suis élu. Vous ferez ainsi la démonstration qu'il n'est pas bon s'opposer à vous et de défendre la vérité. Levez mon immunité, je vous le demande, mais pensez aussi le jour venu à demander également la levée de votre immunité à tous. Nous verrons, d'ici quelques semaines, lorsque vous devrez vous prononcer en séance plénière sur cette demande de révision, sur cette demande de déclaration de révision de la Constitution, nous voterons. Si vous êtes d'accord, nous allons dissoudre les chambres, nous irons aux élections un peu plus tôt que prévu, et nous verrons, bien entendu, si vous aurez le même courage que moi, ou si vous préférez toujours pouvoir échapper à la justice en vous cachant derrière votre immunité. Je vous remercie. Il me reste juste une chose à faire, et je crois que le Parlement le mérite bien, c'est ceci. Laurent fait allusion à l'enquête judiciaire nommée Calice, qui a mené diverses perquisitions dans l'église et au domicile du cardinal de Malines. Le dossier de Dutroux y sera retrouvé. Son nom était mentionné dans le dossier bis et le met en lien avec l'affaire Dutroux. Dans cette affaire, 445 PV d'audition vont disparaître au commissariat. Ici, le club échangiste nommé le Dolo, c'était le quartier général de Nihoul. Beaucoup de personnalités du pays y sont passées. Ce lieu est nommé plusieurs fois dans le dossier bis. Donc moi, je suis à la fois mon défenseur, le défenseur de mes gosses, de ma femme qu'ils ont détruite et ils en ont fait un pantin, de tous ceux qui sont morts et qu'on a dit que c'est moi, mais en réalité les assassins sont en liberté. Tout ça m'emmerde. Tu comprends? Donc moi je veux que ça explose, mais pour que ça explose, mon cher ami... Dutroux, la partie immergée d'un iceberg pédocriminel bien plus considérable. L'organisation criminelle, moi je la qualifie comme ça. C'est une association de malfaiteurs dirigée par une coalition de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires. Pour qui travaillait vraiment Dutroux quand il enlevait et séquestrait des petites filles? Quand un procureur général a les moyens de donner des ordres qui sont exécutés par des gens de notre niveau, je dirais, eh bien, tu attrapes un système. Il ne faut pas oublier une chose, stratégiquement parlant, tu en as qui font beaucoup pour faire croire qu'ils cherchent la vérité, alors qu'en réalité, ils sont là pour la torpiller. Alors que moi, en plus, je sers de fusible. Comprends, si c'est moi qui a tout fait, il n'y a pas besoin de chercher. Alors que moi, en plus, je sers de fusible. Comprends, si c'est moi qui a tout fait, il n'y a pas besoin de chercher. Ah, voilà, ouais. Sauf que ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. En 2 coups de cuillère à peau, je peux démontrer que ça ne tient pas debout. Mais j'ai pas été défendu, j'ai été sacrifié sur l'autel de leurs intérêts de crapule. J'étais emmenée par mes grands-parents aussi, dans un autre pays, c'était en Belgique. Et c'était dans un château du nom des Amerois, le château des Amerois. Qui est tristement célèbre puisqu'il est relié à l'affaire Dutroux. Oui, c'est ça, oui. Il y a certaines rumeurs par rapport à ce château, mais alors je peux vraiment les confirmer, ces rumeurs. Et là, à ce moment-là, j'ai dû participer à une chasse d'enfants qui se passait dans les bois autour du château. Et voilà, ben, on jouait à la chasse, quoi. Sauf que c'était pas qui tirait pas sur des animaux, mais qui tirait sur des enfants. Le château des Amérois, aussi appelé The Mother of Darkness, est un château situé en Ardennes belge, tout proche de la frontière française. Il est mentionné 2 fois dans le dossier bis. À plusieurs reprises dans le dossier, il est mentionné la chasse d'enfants à divers endroits et châteaux du pays.
L'Institut Abrasax, paravent d'une poignée de sectes belges liées à la Wicca, était un centre de recherche et d'étude des phénomènes inexpliqués, mais aussi des parasciences et de tout ce qui concernait les diverses formes de magie. On y donnait des cours sur les sciences occultes. En décembre 1996, l'Institut fut soupçonné de se faire livrer des enfants par Marc Dutroux pour des meurtres rituels dans le cadre de rituels satanistes. Cette piste a finalement tourné court. Source Wikipédia. Bienvenue sur Dissect. Nous allons parler aujourd'hui d'une histoire en marge de l'affaire Dutroux. En 1996, alors que la Belgique vit au rythme des effroyables révélations criminelles qui alimentent quotidiennement la presse, la plongée dans l'horreur ne semble jamais s'arrêter. Les détails sordides font alors émerger une nouvelle hypothèse. Ces crimes atroces seraient-ils en lien avec le satanisme ? On consomme aussi parfois certains gâteaux ou hosties. Ceci étant une hostie de messe noire. Elle a la forme d'un sexe féminin car étant d'essence purement sataniste, elle correspond donc à des choses matérielles et où la chair et le sexe ont une énorme importance. En 1987, c'est dans l'esprit de ce cher Yul Rouga qu'est créée l'association belge Coven Cernunos au 16 de la rue de la Pascalle à Bruxelles. Cette première émanation de la Wicca occidentale est portée par un certain Francis de Smet. Francis est employé dans un musée d'histoire naturelle. Il est spécialisé en remontage des grands squelettes. Mais il est surtout connu sous le nom de grand maître Anubis pour ses activités ésotériques. Son Coven Wicca prône une tradition ésotérique et initiatique occidentale la plus ancienne et la plus authentique d'Europe, précédant de plusieurs millénaires la romanisation et la christianisation de nos régions. À la même époque, l'ordre luciférien initiatique ou Église universelle de Lucifer ouvre ses portes au 113 de la rue de la Source à Saint-Gilles. Fondée par Dominique Kindermans, dite la grande prêtresse Naïma Neftis, cette association a pour but la gestion de l'orthodoxie, l'enseignement et la propagation de l'Église universelle de Lucifer. Bien, nous allons entrer dans un sanctuaire sorcier. Normalement, je ne reçois pas les journalistes, mais exceptionnellement je le ferai, car ils sont respectueux des lieux. N'ayez crainte, vous ne risquez rien. Il ne s'agit pas de profanation, il s'agit d'information. Que cela soit, et que ma volonté soit faite. Tout comme Lucifer est à la recherche de sa polarité opposée Lilith, le grand maître Anubis, alias Francis de Smet, cherche son complément astral, ou plus exactement, selon son vocabulaire, le complément qui lui permettra de reconstituer l'androgyne principielle. Le grand maître Anubis et la grande prêtresse Naïma Neftis décident donc d'unir leurs destins. Leurs chapelles se réunissent donc en un seul lieu, au 223 rue Émile van der Velde à Forchy-la-Marche, dans la région de Charleroi. Cette grande maison mitoyenne à la façade blanche accueille donc les deux organisations des maîtres. Dans un hangar à l'arrière de l'habitation se trouve le temple de l'ordre luciférien initiatique. Ces associations, regroupées dans ce lieu, forment l'Institut Abrasax. Le sigle de l'Institut est un homme torse nu à tête de coq dont les jambes figurent deux serpents, le démon Abrasax. Le but de l'Institut est l'étude et la recherche expérimentale des facultés psychologiques et psychotroniques humaines, ainsi que la mise au point de techniques alternatives en matière de psychothérapie. Elle s'occupe en outre d'investigations en matière de parapsychologie ou tout autre phénomène de nature paranormale. Les deux maîtres du lieu parlent d'une recherche thérapeutique. Anubis, par la pratique de la sorcellerie Wicca, affirme pouvoir opérer des transferts de maladies sur des pierres. Naïma Neftis dit s'occuper de psychothérapie. Elle se déclare ouvertement thérapeute. Elle voit en l'église de Satan une thérapie pour les gens écrasés, qui y retrouveraient une émulation. Au rez-de-chaussée de la maison se trouve d'ailleurs un divan-lit de type paramédical. En 1993 sort la première édition du livre de Francis et Dominique, Le prince de ce monde, précis de démonologie occidentale et dictionnaire des démons. Certains passages de ce livre interpellent les médias de l'époque.
L'invocation des démons nécessite un autel constitué d'une femme nue offrant son sexe à la vibration satanique. Il est par exemple question d'un démon du nom d'Abigor qui soumet toutes les femmes. Il s'attaque particulièrement aux jeunes vierges qu'il aime pervertir et faire dépuceler. Il inspire le rapt, la débauche de mineurs, la traite de blanches et le viol. Il protège les obsédés sexuels, les pervers, les voyeurs, les exhibitionnistes et les violeurs. Pour le contacter, rien de plus simple, mélanger le sperme du demandeur et le sang de menstru de la victime. Notez qu'en l'absence de sang, le sperme est indispensable. Mais attention tout de même, cette invocation peut provoquer une possession. Quand il n'est pas question d'égorger une poule pour acquérir la réussite pendant 20 ans, il est décrit comment invoquer Bune, par exemple, grand-duc des enfers, pour déplacer les cadavres et les placer où l'on veut. Le journaliste du soir s'interroge. Ces invocations sont-elles à classer parmi les manifestations de la liberté religieuse et philosophique la plus débridée, ou s'apparentent-elles davantage au trouble comportemental ? En avril 1994, un premier incident attire l'attention des autorités sur Abrasax. La gendarmerie interpelle à Rebec une dame vêtue de noir qui erre dans les rues. Elle est emmenée à la gendarmerie où elle commence à se masturber et à prendre des positions obscènes. Donc un appel est reçu suite à la divagation d'une personne malade sur la voie publique. Une équipe ramène la dame en question à la brigade de gendarmerie de Marchiennes. Tout dans son comportement est anormal. Il tient des propos vraiment très bizarres. D'ailleurs, par la suite, elle ne reconnaîtra même pas sa famille. Elle est en transe, elle se déshabille, elle tient des comportements sexuellement normaux. Elle cite des mots qui ne sont pas d'usage courant. Elle se déshabille et crie « Prends-moi, Anubis, je porte l'enfant de Satan ». Elle parle de Francis, qu'elle qualifie de grand maître, et sont retrouvés sur elle des documents de l'église belge de Satan. Les gendarmes interloqués entendront Dominique et Francis sur cet incident. Leur activité particulière peut attirer des personnes fragiles, et ils n'y sont pour rien. L'affaire en reste là. Les terribles aveux de Marc Dutroux en Belgique, inculpé d'enlèvement et de séquestration d'enfants. Il a avoué ce soir être l'auteur de plusieurs meurtres d'enfants. 1996. L'affaire Dutroux fait la une de tous les journaux. Le pays est en émoi. Après l'arrestation de Marc Dutroux et la découverte des corps des victimes, l'enquête se poursuit sous haute tension. Un numéro vert a été mis en place afin de recueillir de nouveaux témoignages. Quelques témoins, désignés par la lettre X suivie d'un numéro, retiennent l'attention des enquêteurs. Les auditions décrivent un réseau pédophile impressionnant, des enfants violés, torturés et tués, un réseau savamment organisé qui servirait la perversion d'adultes sociopathes. Des fêtes qui tournent à l'orgie auxquelles certaines personnalités participeraient et se retrouveraient piégées, photo à l'appui. En août 1996, les gendarmes ont perquisitionné le chalet abandonné de Bernard Weinstein à Jumet. Bernard Weinstein est un complice de Dutroux. Il a été assassiné par Dutroux en novembre 1995. Son corps sera retrouvé enterré chez Dutroux aux côtés de ceux de Julie et Mélissa. Lors de la perquisition chez Bernard Weinstein, donc, la police découvre une feuille pliée en 4 avec ces quelques lignes tapées à la machine. « Cher Bernard, n'oublie pas de lui rappeler que la grande fête approche et songe au cadeau pour la grande prêtresse, signé Anubis. » D'Anubis, les enquêteurs n'en connaissent qu'un, Francis. La grande prêtresse est Naïma et son cadeau pourrait être un enfant en vue d'un sacrifice satanique. Un autre document révélé par le quotidien Le Soir aurait été saisi par la police. Un bon de commande qui cite 18 dates du calendrier sataniste. Il serait question de trouver urgemment 8 victimes de 1 à 33 ans. Toutes doivent être féminines, sauf celle du 7 janvier, date de la Saint-Winibald. L'auteur du document précise que 2 rituels requièrent la dislocation des membres et la communion par le sang. Tous les rituels impliquent des pratiques sexuelles anales, orales et vaginales.
En outre, les enquêteurs retiennent un témoignage indirect concernant Armand van Giesegem, un mage bruxellois gérant de 2 librairies ésotériques à Bruxelles. Il a publié la première édition du livre de Francis et Dominique, Le Prince de ce monde, en 1993. Je crois au pouvoir de la force mentale. Et lorsque nous faisons un retour d'affection, par exemple, eh bien, c'est la force mentale, la mienne, celle de mes acolytes, s'il y en a, et surtout celle du consultant, de la consultante, qui est pour moi la magie. Et c'est là que ça se passe. En 1996, Willy Vasso, dessinateur, est entendu par la police. Willy a travaillé pour Armand van Giesegem. Armand se vante en privé d'avoir des relations avec des petites filles enfermées dans des cages. Il explique également avoir participé à une messe noire d'Abrasax, lors de laquelle un homme aurait été sacrifié. L'enquête sur Abrasax relève également les alias choisis par les 2 maîtres. Francis se fait appeler Anubis et parfois Anubis Moloch. Anubis pour le dieu funéraire égyptien et Moloch du nom du dieu à qui l'on aurait offert des enfants que l'on aurait jetés à l'intérieur de sa statue où flambait un brasier. Il aide à capter les héritages. On dit qu'il tient la main des mourants pour leur faire signer un testament injuste. Dominique se fait quant à elle appeler Naïma Neftis. En démonologie, Naïma préside aux crimes sexuels, aux avortements, aux infanticides, aux maladies vénériennes, aux viols de sépulture et à la nécrophilie. Neftis étant une déesse égyptienne protectrice de la mort. Les enquêteurs notent également l'incident survenu 2 ans plus tôt qui concernait cette dame divaguant dans les rues de Rebec. C'est déshabillé en criant « Anubis, prends-moi, je porte l'enfant de Satan, et patati et patata », devant les yeux ébahis et peut-être pervers des gendarmes présents. C'est un comportement qui se voit peut-être 1 ou 2 fois sur toute une carrière. Le 21 décembre 1996, une bonne centaine d'enquêteurs et de gendarmes sont sur le pied de guerre dans la région de Charleroi. Ils s'apprêtent à investir un repère de satanistes pour les empêcher de sacrifier un enfant. La discrétion la plus totale a été demandée aux quelques journalistes au courant de l'opération à venir. L'un d'eux planque pourtant sur place depuis 2 jours dans une camionnette aménagée. Peu avant 20h, l'assaut est donné. La rue Émile van der Velde est bloquée dans les 2 sens. Les policiers cernent la maison et sonnent à la porte. Francis ouvre la porte et les hommes armés se précipitent à l'intérieur. Les forces de l'ordre, à défaut d'être intervenues en pleine cérémonie satanique, débarquent dans le salon de Francis et Dominique, qui s'apprêtent à passer la soirée devant la télé. Les Pandores sont arrivés de la porte d'entrée ici. Ils ont mis mon mari dans la bibliothèque. Ils sont pénétrés brutalement ici. Ils se sont arrêtés ici. Ils étaient masqués avec des cagoules. Ils ont sorti leur pistolet et ils m'ont dit où les mains. Moi j'étais dans le canapé qui était là. Je regardais la TV. On était occupés à regarder la TV. Ces 2 ou ces 3, je ne sais plus, m'ont dit levez les mains, j'ai levé les mains. J'ai dit c'est un hold-up. Ils m'ont dit non, c'est la gendarmerie. Oh, je dis bon. La perquisition dure toute la nuit. Le journaliste en planque sort de sa cachette et immortalise les images des allées et venues des enquêteurs. La police embarque quantité de caisses et de matériel dont des pots de sang et autres organes. Francis et Dominique insistent, ils n'ont rien à cacher. Abrasax est une ASBL et non une secte. Il n'y a pas d'enfants mineurs chez nous, pas plus de sacrifices humains ni même animal. C'est vrai qu'on utilise du sang pour certaines cérémonies, mais il s'agit alors d'un cœur animal, acheté en boucherie. Et non, nous ne connaissons pas Marc Dutroux ni Bernard Weinstein. Ils découvrent un réfrigérateur rempli de sang animal et des crânes humains. L'enquête sur cette piste a tourné court. L'Institut Abrasax aurait servi de bouc émissaire dans l'affaire Dutroux. Néanmoins, Samir Aouchiche, qui a passé 10 ans comme victime des sectes satanistes, affirme avoir vu plusieurs enfants se faire violer lors de rituels pratiqués dans l'enceinte de cet institut. Voici un passage du Document bis où un lien avec un autre dossier est mis en lumière. Crockeyard, médecin de Waterloo, dénoncé par la femme de Pinon pour sa participation au Ballet Rose. Sa femme se suicide, Christine Doré précise que c'est un meurtre.
Le 10 janvier 1959 débute la Ve République et le scandale des balais roses. Un ex-chauffeur de la DST, Pierre Sorlu, se fait passer pour un policier pour piéger des jeunes filles, selon certaines sources de 5 à 15 ans, en leur proposant à elles ou leur mère de rencontrer des hommes influents. La liste officielle et non exhaustive des participants à ces orgies sexuelles compte la comtesse Élisabeth de Pinagef, fausse aristocrate, peintre et compagne d'André Le Troquet, homme d'État français et président de l'Assemblée nationale, plusieurs policiers de haut rang, un célèbre chef d'orchestre, des patrons de bars parisiens, une chanteuse lyrique, un médecin célèbre, une marquise italienne et un maître coiffeur avenue Matignon à Paris, dit Guillaume. Ce dernier organisait des parties fines dans son appartement parisien et dans le pavillon qu'il possédait à Villecresnes. Le 10 janvier 1979, je nais à Villecresnes et la suite, vous la connaissez. Dans ce passage, il est fait un lien entre ce dossier et le château de Faule. Les tombes, intéressons-nous un petit peu à ce château. À cette époque sont organisées des soirées échangistes organisées par l'animateur de radio et homme d'affaires Michel Nihoul, où se côtoient une cinquantaine de personnes appartenant à un milieu aisé, principalement des couples, et, régulièrement, le truand Patrick Hamers, le chanteur Carlos ou l'homme politique Serge Kubla. Source Wikipédia. Le 1er octobre 1961, le château est gravement endommagé par un incendie. Ce qu'il en reste est racheté par la société Etrumeau et Jean-Florian Collin, le fondateur d'Etrumeau. Le promoteur de la célèbre bar Etrumeau fit faillite en 1970. De très nombreux ménages ayant acheté sur plan se retrouvèrent sur le carreau. Un lien aussi entre l'affaire du meurtre de la champignonnière et l'affaire du trou. Nous allons partir aujourd'hui en Belgique pour une horrible affaire. Cette très étrange affaire de découverte de corps, atrocement brûlés, quasi méconnaissables, se déroule en Belgique, à Bruxelles, très précisément. Le corps retrouvé sans vie le soir du 13 février 1984 dans les sous-sols glauques d'un immeuble industriel abandonné depuis quelques années est celui d'une jeune lycéenne tout juste âgée de 16 ans. Elle venait de disparaître dans des conditions jamais élucidées. L'affaire criminelle qui démarre ainsi prendra très vite, la rumeur aidant, le nom de crime de la champignonnière. Nous verrons comment et pourquoi. Auparavant, intéressons-nous à ce que nous savons sur cette jeune fille sans histoire, toujours trop peu à l'évidence, tant nous aimerions en connaître davantage et comprendre ce qui lui est arrivé ce jour-là. Nous voici donc plongés au cœur de cet atroce imbroglio juridique qui a longtemps secoué la justice belge et fait s'interroger la population tout entière. Ce lundi 13 février 1984, à 20h47 très précisément, les appels étant enregistrés depuis peu de temps, le commissariat de police d'Ondergem, l'une des communes qui composent la grande agglomération de Bruxelles, est prévenu d'un incident qui est en cours dans un vieil immeuble actuellement désaffecté, situé juste à côté du vaste campus de l'Université libre de Belgique. Il semble, au vu des premiers éléments recueillis par les sapeurs-pompiers bruxellois déjà sur place, que le feu est pris dans les sous-sols de ce qui a jadis été une champignonnière, grande bâtisse abandonnée en 1972, située au coin du boulevard de Triomphe et de la rue de la Stratégie. Le feu ne semble pas violent, mais dégage beaucoup de fumée. Malgré tout,
Les sapeurs-pompiers belges, au vu du risque urbain et de la densité de l'habitat alentour, engagent de gros moyens matériels et humains et parviennent ainsi à circonscrire très vite ce début d'incendie, aux impressionnants panaches de fumée. D'autant qu'on sait les lieux régulièrement squattés par des drogués et des punks. C'est un secret de polichinelle, mais personne, jamais, n'a entrepris de remettre les locaux en état ou de les faire raser. Trop cher, trop compliqué, pas rentable non plus. Alors les lieux sont restés à l'état, ouverts à tout vent, propices à toutes sortes d'activités interdites et peu recommandables. Lors des reconnaissances post-incendie qu'elle effectue pour s'assurer qu'il n'y a personne dans les lieux, une équipe de sapeurs-pompiers débouche, en sous-sol, au bout d'un couloir sombre et glauque, dans une cave longue et étroite, qui sent fortement la fumée. Les lieux sont inspectés et à la stupeur des sapeurs-pompiers, un corps gît là au sol, au fond de cette cave infâme. Les premières constatations font état d'un corps gisant sur le ventre, sur une sorte de bûcher sacrificiel, visage non apparent, qui paraît entièrement calciné. On notera l'existence d'un fil de fer, dénudé par la chaleur, autour du cou de la victime, descendant vers les jambes pliées qui l'enserrent et les chevilles. C'est peut-être un corps de jeune femme dénudée, mince et pas très grande. Mais il fait sombre, c'est mal ventilé et peu propice, à ce moment-là en tout cas, à de longues et minutieuses observations. Autour du corps, comme dit, gisent des tracts estudiantins, de vieux journaux, peut-être sans lien avec le crime commis, des restes de repas, un morceau d'étoffe à fleurs rouges et ce qu'il reste d'un soutien-gorge. Les constatations sommaires effectuées sur place font ressortir aussi qu'un clou est planté dans le poignet gauche et qu'il y a des traces nettes de perforation à l'arrière du cou. Les bijoux de la jeune fille et ses vêtements sont soigneusement posés à côté d'elle. Mais, et là, la vision est atroce pour ces hommes. La victime n'a plus ni main ni pied. Il ne faut pas être grand sorcier pour ces hommes que de voir qu'il s'agit là d'une mise en scène sadique, des plus sordides et des plus macabres. Les sapeurs-pompiers, sous l'autorité de leur chef de corps, préviennent sans tarder la police belge, qui dépêche sur les lieux une première équipe d'enquêteurs. Mais avant de poursuivre plus avant, replaçons-nous, contexte oblige, dans le cours des années 1980. La police scientifique n'existe alors quasiment pas. Les policiers font ce qu'ils estiment devoir faire et qui leur semble utile pour la manifestation de la vérité, de façon rudimentaire dirions-nous aujourd'hui, avec les moyens modestes et simples dont ils disposaient alors. Et c'était ainsi dans tous les services de police judiciaire d'Europe. En parallèle, revenons sur la jeune fille dont nous avons brièvement parlé au début de ce récit. Il s'agit d'une jeune étudiante de 16 ans, Christine Van Hesse, domiciliée chez ses parents à Bruxelles, qui n'est pas rentrée ce lundi 13 février 1984. Ses parents, très inquiets, car ce n'était pas dans les habitudes de cette jeune fille docile et sans histoire, alertent les services de police. Comme elle est mineure, les policiers belges vont chercher et saisir les autorités judiciaires qui ouvrent aussitôt une enquête. Enquête qui sera confiée dans la matinée du 14 février au commissaire, patron de la brigade criminelle bruxelloise. Les tout premiers éléments recueillis sur ce qui peut s'apparenter à une fugue situent formellement la jeune Christine dans une cabine téléphonique d'un quartier animé et vivant de Bruxelles, dans la soirée vers 17h20, tout près de la station de métro Saint-Guidon. Elle rentrait de l'école et se rendait à son domicile. Puis, plus rien, le néant. Christine n'est jamais arrivée au domicile des parents. Précisons aussi ici que dans les années 1980, le téléphone portable n'a pas encore été inventé et que la téléphonie fixe ne peut être analysée en détail pour d'évidentes raisons technologiques. On ne saura donc jamais avec qui la jeune fille s'entretenait au téléphone ce soir-là.
On ne saura pas plus qui elle a pu croiser ce soir-là dans cette artère, pourtant vivante et animée de la capitale belge. Mais, au niveau policier, on n'est pas resté les bras croisés. Un premier rapprochement est fait, dans la journée, avec le corps découvert dans la nuit, dans cette sinistre cave de la Champignonnière désinfectée. Et si c'était celui de la jeune disparue? Quelques coïncidences troublantes font pencher certains enquêteurs de la police judiciaire pour cette piste. En effet, les lieux où la jeune fille a été aperçue pour la dernière fois vivante, le soir de sa disparition, jointe à quelques rues près les lieux de l'incident criminel. Et sans être médecins légistes, ils ont pensé que le corps, horriblement mutilé et calciné, pouvait peut-être correspondre à celui d'une jeune fille. Des voisins auraient aussi entendu une voix de jeune fille crier « maman », avec des appels à l'aide déchirants répétés. Mais personne n'a jamais pris l'initiative d'appeler les forces de l'ordre. Ce sera vérifié avec toujours ce doute des gens qui ne se rappellent pas bien, qui ont cru entendre, qui se trompent de jour et de lieu. Il n'en faudra pas plus pour attendre avec une impatience professionnelle et une très forte inquiétude les premiers résultats de l'examen médico-légal pratiqué sur la dépouille, soigneusement transporté dans un institut médical légal bruxellois. Quand le compte-rendu médical tombe, il est, hélas, sans appel. L'autopsie pratiquée avec minutie révélera ce que les premiers sapeurs-pompiers et les enquêteurs de la police judiciaire bruxelloise craignaient. La victime est une jeune femme. Elle a été agressée puis étranglée avant d'être brûlée post-mortem sur un bûcher improvisé. Le corps découvert, calciné, est bien celui de la jeune Christine Van Hesse. Certains détails, comme les vêtements et les bijoux non calcinés, juste laissés par les flammes, permettent encore de l'identifier, hélas sans se tromper. C'est terrible à annoncer aux parents, abasourdis. Eux non plus, pas plus que les policiers, ne comprennent ce que leur fille a bien pu aller faire dans cet endroit glauque, sinistre, abandonné. Elle était jeune, pimpante, sportive, elle aimait patiner et nager et avait plein d'amis. L'enquête qui s'ouvre sur ces nouveaux éléments sera longue, très longue et particulièrement complexe. Tout ce que la Belgique compte de prédateurs sexuels, de condamnés pour ces faits, de marginaux et autres routards mal dans leur peau et leur tête sera recherché, identifié, convoqué, retrouvé, entendu, questionné, parfois avec insistance. Mais rien ne filtre qui pourrait corroborer, même de loin, même partiellement, les faits initiaux. Aujourd'hui, 40 ans après les faits, avec beaucoup de recul, on pourrait dire que le crime de Christine Van Hesse reste un exceptionnel mystère en matière de criminalité. Car pour tenter de résoudre cette affaire sordide, affaire qui a meurtri toute une famille et interrogé tout un pays, pas moins d'une armée de policiers belges, prélevés dans divers services et structures, et pas moins de 4 juges d'instruction se sont attelés à la tâche. Et elle était immense. Au début, pris par un enthousiasme justifié, les policiers belges, le procureur du roi et le juge d'instruction compétent ont cru, à plusieurs moments, toucher au but. Les pistes à suivre et les suspects à entendre n'ont pourtant pas manqué. Tout d'abord, une bande de jeunes punks, coutumiers des lieux et fréquentant alors la galerie de l'Agora en plein Bruxelles. Ensuite, d'autres jeunes de la tendance néo-nazie, habitués eux aussi à bien des excès en tout genre. Un homme qui avait été interpellé le 13 septembre 1984, prénommé Serge Léroquois. Peut-être un peu vite, mis en cause au début, donnera 10 versions différentes des faits. Il affirmait notamment que Christine avait été tuée car elle savait pour le vol d'armes perpétré par le groupe punk au sein d'une caserne de l'armée belge. Un autre homme, prénommé lui Pyramide, propose une même piste où le paramilitaire côtoie les services secrets et les junkies défoncés.
Mais il se dédiera et la piste finira en impasse, aucun élément concret n'ayant jamais corroboré les faits avancés. Peut-être sous l'effet de l'alcool consommé de façon excessive par le délateur. Cela relance en tout cas la piste suggérant, à défaut d'autres pistes, que ce soir-là, la lycéenne avait été témoin d'une scène qu'elle n'aurait pas dû voir, et qu'elle était devenue de ce fait un témoin gênant qu'il a fallu éliminer. L'homme interpellé bavard plus qu'il ne le faut. Il a néanmoins été mis en examen et a passé 3 ans de sa vie en détention préventive, avant d'être relâché 3 ans et 2 mois plus tard, faute de preuves matérielles apportées et d'évidentes contradictions dans ses récits sublimés et peu crédibles. On avait simplement cru qu'il pouvait être l'auteur de ce crime affreux. Et même un certain Marc Dutroux, qui sera tristement célèbre bien des années plus tard, 12 ans plus tard en réalité, mais dont le nom avait été évoqué. Car c'est en 1996 qu'un rebondissement d'importance va raviver l'espoir dans cette affaire, via les pseudo-révélations d'une certaine Regina Louf, alias le témoin X1, qui affirmerait avoir assisté à la mise à mort de la jeune femme lors d'un rituel satanique, en présence de Marc Dutroux et de Michel Nihoul, ce soir de février 1984. Mais l'espoir des enquêteurs et du juge d'instruction vont vite être douchés. Cette nouvelle piste n'a rien donné, la femme témoin ayant surtout eu besoin à un moment donné de reconnaissance médiatique. Rien dans ce qu'elle avait avancé n'a pu être corroboré. Là encore, on va donc en rester là. Pourtant, certaines pistes n'ont pas, en leur temps, été suffisamment explorées. En particulier, la piste du milieu rock bruxellois. Christine ayant fréquenté auparavant, aux grandes dames de ses parents, qui n'en savaient rien en réalité, certains des membres de ces clubs mal connus et mal identifiés par les policiers. Dans le milieu, on les savait pourtant adeptes de pratiques extrêmement violentes, de diverses tortures infligées et d'actes de barbarie. Mais plus récemment, nous sommes le 14 février 2014, soit 30 ans après les faits. Le dossier criminel a définitivement été prescrit, malgré une prolongation exceptionnelle de la prescription initiale intervenue en 2011. Les parents de l'adolescente, aujourd'hui âgés, Antoinette et Pierre Van Is, ont été reçus quelques jours auparavant. C'était le 29 janvier 2014, par un représentant du parquet de Bruxelles. Il leur a été confirmé, avec beaucoup d'humanité et d'humilité aussi, que le dossier concernant le crime perpétré sur leur fille Christine était classé sans suite et archivé, faute de nouveaux éléments qui raisonnablement auraient pu guider les enquêteurs. La justice belge, malgré son engagement de l'époque, et il reste à saluer, n'élucidera donc pas la mort de la jeune lycéenne. L'affaire Antonini, à 4 reprises leurs noms sont évoqués dans le dossier BIS. Je n'ai pas réussi à trouver d'articles de journaux ou Wikipédia parlant de cette histoire. Par contre, j'ai trouvé des informations via les médias italiens que je vais vous montrer. La nostra inchiesta su pedofilia e satanismo ci ha portato all'estero, in un luogo che non possiamo rivelarvi. Perché non vogliamo creare ulteriori problemi ai bambini coinvolti in questa storia agghiacciante. Secondo i loro racconti, infatti, in questa cittadina si sono consumati, e probabilmente si consumano ancora, riti satanici di gruppo con protagonisti adulti e, loro malgrado, bambini. Questa è la madre di 2 di loro, che viveva qui con suo marito e le sue figlie. Io avevo tutto un lavoro, una casa, una villa, i miei amici, la mia famiglia si trova lì. Ora è nel nostro paese, costretta lontano dalle sue 2 bambine. Io sono di origine italiana,
Mi ritrovo adesso sola, qui in Italia dal 2006, perché ho voluto salvaguardare la vita delle mie bambine e proteggerle. Ci ha contattato dopo aver visto nelle scorse puntate la testimonianza di questa ragazza, che ha raccontato non solo di essere stata abusata dal padre in tenera età, ma anche di essere stata offerta dallo stesso per violenze di gruppo durante riti satanici. Quando parlava questa ragazza sono rimasta molto scioccata, perché ho vissuto di nuovo quello che la mia bambina mi ha spiegato all'inizio del mio inferno. All'epoca ero ancora col mio marito, la mia figlia aveva 4 anni, mi ricordo che andavo 4 volte alla settimana al pediatra per sapere cosa aveva la bambina, perché non mangiava più, quindi aveva dei problemi di anoressia, di anemia perché il ferro nel sangue era molto basso, sputava, vomitava. Siamo andati nelle urgenze al pronto soccorso perché diceva che gli pizzicava la vagina e l'ano, aveva paura di rimanere da sola, si spogliava nuda davanti a persone straniere. Un giorno mi ricordo, lei aveva colorato con la penna la pancia delle sue bambole. Faceva degli incubi, si svegliava, urlava, sembrava che lottava contro qualcuno. E mi ricordi questo sabato mattina ci siamo alzate quasi allo stesso momento e abbiamo fatto colazione insieme e gli ho detto: ma se tu mi disegni questi incubi, i tuoi incubi andranno via e non avrai più paura. E lei ha cominciato a disegnare, si disegnava sempre con la bocca cucita. E quindi lei mi ha detto: lo sai mamma, mentre disegnava, mio nonno paterno, abbassa il suo pantalone e fa la pipì davanti a me. E la pipì assomiglia alla bavusa. Poi lei, vedendo che io ero rimasta molto calma, ha cominciato a essere rassicurata e mi ha detto: lo sai mamma, ho dei segreti nella mia pancia che parlano di babbo. Gli ho detto: ma sono la tua mamma, quindi io ti posso ascoltare, sono lì per proteggerti, quindi non devi avere paura di niente. E lei ha parlato di quello che gli faceva il suo padre quando io andavo al lavoro. Dopo lo shock iniziale, la mamma riesce a registrare col telefonino la conversazione con sua figlia. Quindi ha cominciato l'inferno, perché mai avrei immaginato che quando io ero assente succedesse queste cose a casa mia. Il suo padre la proibiva di parlare di quello che lei subiva perché c'era dietro dei ricatti o delle minacce. Se tu vuoi bene a me, essendo il tuo padre, non devi parlare perché dopo la tua mamma non ti amerà più. E col passare del tempo, le violenze domestiche continuano anche fuori casa. Il suo padre, il suo nonno paterno, l'accompagnava in diversi luoghi, ha parlato di castelli, ha parlato di grande villa dove c'erano altri bambini della sua età, c'erano questi incontri con adulti. Lei diceva che erano travestiti, vestiti di lunghi vestiti,
e poi le spogliavano, gli davano un sciroppo che lei diceva un sciroppo rosa perché eravamo tutte malate, bambini malati. Le mettevano in gruppi dentro delle stanze dove c'erano materazzi a terra, gli adulti in forma di cerchio. La mia figlia sarebbe stata anche abusata in Italia. Lei ha detto che il suo nonno e il suo padre li prendevano in foto o in video e questi adulti abusavano dei bambini. Torturata, sacrificata di questi rituali, era un'iniziazione alla perversione. Per me è stato anche molto difficile quando la mia bambina mi ha parlato di fare capire che queste cose non sono normali, che il suo corpo gli appartiene, che il suo corpo non c'è nessuno che lo può toccare o fare quello che vuole. A questo punto succede una cosa che anche per noi è inspiegabile. Lei denuncia il marito e il nonno. Per stupri su minori, prostituzioni di minori e detenzione di materiale pedopornografico. Viene aperta un'inchiesta e qui succede la prima cosa strana. Apportavo delle prove, un dossier medicale veramente che fa paura, testimonianze di professionisti, lo psicologo della mia figlia ha espresso 8 relazioni. Quando ci sono delle prove che fanno partire una denuncia, e le prove le abbiamo viste poco fa, o sono valide e in questo caso fanno condannare il padre e il nonno, o sono false e fanno condannare la madre che se le è fabbricate. Ma in questo caso non succede né l'una né l'altra cosa. Le prove infatti vengono giudicate insufficienti e l'inchiesta archiviata. Nessuno dà seguito ai disegni, alle registrazioni e alle testimonianze. E le bambine vengono affidate alla madre, che ha l'obbligo di lasciarle periodicamente col padre. Ma quando 2 anni dopo anche la bambina più piccola inizia a raccontare gli stessi abusi della maggiore, la mamma scappa in Italia portando con sé le sue figlie. Viene arrestata per sottrazione di minori su mandato della polizia del paese di origine delle bimbe, anche se viene subito liberata dal tribunale italiano. Non hanno proceduto nei miei confronti. E le sono tolte le bambine che vengono riportate all'estero dal padre. Io ho fatto dopo un ricorso, abbiamo vinto, ma è troppo tardi. Da allora sono passati 3 anni e da 3 anni la mamma non può né vederle né sentirle al telefono. Ma questo è fuori legge. E tantomeno riabbracciarle. Mi hanno strappato il cuore. Infatti non può rientrare nella nazione in cui abitano le sue bambine. Se no mi arrestano. Noi possiamo però aiutarti a fare quello che tu non puoi fare. Sapendo che voi andate lì, questi sono dei piccoli profumi con il messaggio ti amo all'infinito mamma cara, mi mancate molto. Può darsi che non sono più adatti perché alla loro età, perché già 3 anni che non le vedo più e io voglio che questi messaggi arrivino a loro. È importante. Con la luce l'uomo nero non fa più paura. Ci sono degli interessi enormi protetti da persone influenti e importanti, per cui è un muro che non si riesce a scalfire, ma se il popolo comincia veramente a stancarsi, a manifestare, forse qualcosa si potrà fare. Questa sera ci occupiamo di cronaca familiare che in realtà somiglia più a cronaca nera. È la storia di una madre belga di origine italiana fuggita dal Belgio in Italia e che accusa il padre e il nonno delle 2 figlie di aver compiuto abusi sessuali sulle 2 piccole. Eravamo felici, una famiglia normale, diciamo, su tutti i livelli dell'apparenza, perché la più grande, la bambina di 4 anni, era sempre malata, aveva problemi di alimentazione, incubi la sera e poi i problemi sono diventati molti più grandi, più intensivi. Io credevo giustamente che avevo un problema fisiologico, andavo 4 volte alla settimana dal pediatra, non sapevo che cosa aveva la bambina.
24 gennaio 2004. Fiona decide di rivelare il suo segreto alla mamma, ormai logorata dalla preoccupazione per lo stato della figlia. Lo fa disegnando gli incubi che non la fanno dormire. Sono disegni sconvolgenti. Fiona riproduce chiaramente la camera del nonno, Roberto Antonini, raccontando, con il suo linguaggio innocente, che il nonno in quella camera a volte fa una strana pipì davanti a lei. Maria Pia Maoloni è sconvolta. 25 gennaio 2004. Fiona continua a disegnare ed a raccontare. Questa volta tra i protagonisti c'è anche il padre, Rocco Antonini. Il papà ed il nonno la portavano a fare gite in lussuosi castelli del Belgio, dove la facevano partecipare a feste insieme ad altri bambini e ad altri adulti. Durante queste feste a tutti i bambini veniva somministrato uno strano sciroppo rosa che faceva venire sonno. Quindi venivano portati nelle camere da letto per partecipare a giochi a cui non volevano giocare, ma che erano costretti a fare. Vous avez témoigné, la vôtre était une témoignage clé dans l'histoire de Pia. Vous avez dit que vous avez vu Fiona, je pense seulement. Fiona, oui. Et Fiona dans ces rendez-vous, mais votre témoignage n'a pas été écouté par le gouvernement et par les institutions en Belgique. Non, personne ne m'a auditionné en Belgique et mes courriers sont restés sans attente et la justice belge reste muette à mes appels. Il 4 febbraio. Quel giorno Maria Pia, tornando a casa, trova la serratura della porta cambiata. Quando finalmente riesce a entrare, si accorge che sono state portate via quasi tutte le VHS, la videocamera, la fotocamera ed un computer. Un altro era chiuso in una stanza di cui lei aveva la chiave. Perciò o la mamma è completamente pazza e gli dice e le mette al corrente di queste situazioni per chissà quale motivo, oppure queste cose potrebbero essere vere, diciamo così. Andiamo avanti. E lei ha presentato denuncia contro suo marito? Sì, ho fatto all'inizio, ho portato la parola della mia bambina e quindi sono andata alla polizia, ho fatto la denuncia. È stato condannato suo marito? No. Dopo la perizia di un tecnico informatico, che lei stessa ha dovuto chiamare, in quel PC sono stati trovati circa 8.000 file cancellati, foto di adulti impegnati in pratiche sadomasochistiche, fotomontaggi raffiguranti Rocco Antonini che compieva pratiche sessuali con alcuni parenti, fra cui il padre ed una zia, e foto di centinaia di bambini in atteggiamenti non promiscui. Mi hanno detto, signora, volete che le bambine escono dall'istituto, dovete accettare che il padre vede le sue bambine normalmente. Si accumulano i referti di psicologi, pediatri e ginecologi. C'era un pediatra di turno che ha visitato la bambina, esaminata, e la bambina si è espressa su quello che subiva dal suo padre ogni volta che andava là. La bambina era seguita dal suo psicologo che ha fatto pure 11 relazioni. Dal referto del dottor Murillo Perdormo, 23 marzo 2006, inviato alle autorità belghe. Ciò che mi ha motivato a prendere in trattamento psicoterapeutico Fiona è stata la sua grande sofferenza, lo smarrimento dovuto ad un trauma che a poco ho potuto scoprire, la coerenza e la permanenza nel tempo dei suoi racconti degli abusi sessuali, degli altri atti sessuali vissuti, e le associazioni spontanee danno una grande credibilità alle sue parole. La bambina mi ha raccontato spontaneamente quanto segue, senza che io le abbia posto domande, fatti di una indiscutibile gravità. Per l'obbligo
imposto dalla legge e per quello di proteggere la sua salute mentale, riporto parte dei suoi racconti. Papà ha fatto pipì nelle sue mutande, poi ha mostrato il suo pene che era tutto colloso. Voglio bene a papà, ma lui è stato spesso cattivo con me. Papà e nonno mi hanno portato in un grande castello. Nelle torri si vedevano delle bandiere. C'erano molte belle ragazze, con bei vestiti da sposa e ben truccate, come delle signore. Ha raccontato, con la voce che le tremava, che suo padre la sera si infilava nel suo letto in slip e le accarezzava le parti intime, come a sua sorella Milla. Ha aggiunto poi che non voleva che raccontassi questa cosa perché temeva che a suo padre potesse essere fatto del male. In diretta con il dottor Augusto Murillo, psicologo, direttamente dal Belgio, proprio dove dovrebbero essere in questo momento le due bambine. Buonasera dottore. Buonasera. Allora io vorrei sapere proprio da lei che ha visitato le bambine, ha parlato con la bambina più grande, Fiona, che cosa ha riscontrato, come l'ha trovata? Sì, io ho visto la bambina durante praticamente un anno lungo e già dall'inizio mi sono reso conto che la bambina aveva avuto qualcosa molto drammatico, perché aveva dei sintomi molto chiari di malessere psicologico, difficoltà per dormire, degli incubi, anche certe paure che manifestava in certi momenti senza una ragione chiara, e scatti di aggressività, difficoltà anche nelle scuole, ha perso completamente la concentrazione, difficoltà anche nelle relazioni con le altre compagne di scuola, eccetera, manifestazione di un malessere, un disagio psicologico, che la bambina mi ha spiegato anche questa paura che aveva in confronto, un'ambivalenza in confronto del padre e certe cose che erano successe dal padre e dal nonno, il padre del Le motivazioni di questa sentenza si fondano su una serie di relazioni che attribuiscono alla signora una probabile sindrome di Munchausen. La sindrome di Munchausen è una patologia che avrebbe portato la madre a convincersi degli abusi. La tesi del giudice belga è che, ossessionata dall'odio per il suo ex marito, abbia causato nelle figlie le ferite e i problemi psicologici che poi fa documentare ai medici. Una patologia psichiatrica che deve essere comunque diagnosticata a seguito di una corretta consulenza tecnica di natura psichiatrica.
Ci sono delle perizie psichiatriche che dicono che la signora Mauloni è una persona sana e che non procurerebbe dei danni a questo. Quelle perizie lei se l'ha fatto fare da certi psichiatri che conoscono bene loro, come per le bimbe, andava dai psicologi che sono dei suoi amici che conosceva bene. Devo chiedere un'altra cosa, lei sa che c'è una ragazza che ha testimoniato peraltro al processo qui a Fermo, Miriam Lutringer, che dice di aver partecipato a dei veri e propri festini pedofili, e diceva di aver riconosciuto sia le bambine che lei e suo figlio, e questa persona non ha nessuna aderenza con la signora Mauloni. Questa persona lei personalmente non ha nessuna aderenza, che questa signorina noi non l'abbiamo mai vista, non la conosciamo, abita a 1000 chilometri da qui. Questa persona qua in Belgio non hanno voluto, le autorità non hanno voluto per niente ascoltarla, perché si è verificato che è una drogata notoria drogata, che è conosciuta dalla gendarmeria francese di Reims, della regione di Reims, drogata e prostituta, si è prostituta già da 16 anni, aveva 16 anni, allora è una prostituta che si fa pagare per qualunque cosa che hanno bisogno, la pagano. E non sono medici di fiducia della Mauloni, perché spesso e volentieri lei si è trovata con medici che erano di turno. Ma ragazzi, io dico una cosa, anche se il medico è di fiducia, ma qual è quel medico che anche se è di fiducia scrive delle perizie false per fare cosa? Vous avez reçu une téléphonée par Rocco Antonini? Oui. J'ai été menacée au téléphone par Rocco, il a dit qu'il allait me faire la peau. Vous savez, si je montais, il ne prendrait pas toutes ces précautions pour me détruire. Io, quando la bambina ha parlato, tutto l'inferno è cominciato. Ho voluto salvare le mie bambine dalla violenza che loro subivano dal padre e dal nonno. Ho voluto fare tutto per proteggerle e volevo, venendo qui in Italia, perché sono italiana, ho voluto che le autorità italiane mi aiutano. Subito ha fatto un mandato di arresto. Il 6 ottobre, seguito a questo mandato di arresto, sono stata arrestata. A causa di questo fatto le bambine sono state in istituto. Intanto il procuratore del Re del Belgio è da oggi in Italia per denunciare il mancato invio della documentazione all'autorità belga. Il Tribunale dei minorenni di Ancona il 17 novembre ordina che le bambine siano rimpatriate in Belgio, dove saranno affidate al padre. La madre e il suo nuovo legale, una donna, presentano alla Corte d'Appello del Tribunale dei minori un dossier che documenta il sospetto di abusi. Si formano dei comitati di solidarietà spontanea. La gente forma i picchetti davanti all'istituto religioso dove sono momentaneamente ospitate le bambine. Si mobilitano il sindaco e anche la curia. La Corte di Appello di Ancona ha accettato il ricorso presentato dall'avvocato Gabriella Ceneri, legale della famiglia, e ha sospeso il provvedimento di espatrio delle bambine. Quando il 28 novembre la Corte d'Appello sospende il provvedimento di rimpatrio, esplode la gioia.
Signora Capriotti, lei è una maestra di scuole elementari e ha avuto tra i suoi alunni Fiona Antonini, la figlia di Rocco Antonini e di Maria Pia Maoloni. Sì. Cosa si ricorda di questa bambina? Mi ricordo che la bambina all'inizio era sconvolta, per cui in un primo periodo insomma è stato un po' difficile interagire con lei, in quanto era un po' spaventata perché era ospite di una casa famiglia, era stata distaccata dalla mamma, in più non conosceva la lingua, quindi era proprio disorientata. Ecco, lei ha raccolto delle testimonianze spontanee di Fiona, tanto che poi ha sentito il dovere di scrivere una lettera aperta. Sì, una testimonianza insomma, che la bambina mi ha fatto spontaneamente, che io poi ho raccontato. Facevamo attività di recupero e tirò fuori alcune storie vissute, in particolare con suo padre e con suo nonno. Quando poi la situazione è diventata un po' più pesante, perché la bambina raccontava dei fatti particolari. Ecco, lei per fatti particolari intende episodi legati purtroppo a pedofilia? Sì. La bambina ha cominciato a piangere, a stringersi vicino a me, insomma, a raccontarmi questa brutta storia, intervallato da lunghi silenzi, da profondi respiri, da lacrime. Insomma, è stata un'esperienza per me sconvolgente. Lei, per la sua esperienza di educatrice, ritiene che i racconti della bambina, per quello che lei si ricorda e ovviamente per il momento in cui sono stati fatti, però le sembravano per l'appunto racconti spontanei? Era assolutamente spontanea, sì, ho modo di ritenere insomma che fosse una esperienza veramente, realmente vissuta dalla bambina. Questo giudice deve applicare la Convenzione dell'Aia cosa del dice 1980. Però sia sintetica, ci faccia capire. Allora, la Convenzione dell'Aia è integrata però dal regolamento europeo che è del 2003. La Convenzione dell'Aia dice che le autorità giudiziarie alle quali viene chiesto devono provvedere d'urgenza e che comunque l'autorità giudiziaria non è tenuta a ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l'istituzione dove si trova il minore che si oppone al ritorno dimostri, per esempio, che le bambine si trovano in una situazione molto grave e che tornando in Belgio non sarebbero protette dai pericoli. Conclusion. Je remarque que la plupart des affaires liées au dossier Dutroux sont non résolues ou classées sans suite, qu'ils sont aussi liés de près ou de loin à des agressions sur enfants, voire pire. L'enquête aurait pu aller plus loin, mais je ne me sens plus capable pour le moment. Tellement les choses que j'ai dû lire étaient éprouvantes émotionnellement. Il est difficile dans la plupart des affaires de savoir où est la réalité et la fiction, donc je ne donnerai pas mon propre avis et resterai neutre. Je n'ai fait que vous donner les informations que j'ai trouvées lors de mes recherches. Si la vidéo vous a plu ou que vous avez appris de nouvelles choses sur ce dossier, mettez un j'aime sur la vidéo, et si vous pouvez la partager, c'est encore mieux, car ces histoires ne doivent jamais tomber dans l'oubli. Abonnez-vous pour plus de contenu, à bientôt.